Imo Week, le podcast spécial CIPCA 2023. Imo Week au CIPCA, nous sommes sur le stand des Jardins de Galie avec Pierre Darmé, qui est directeur marketing, communication et développement commercial des Jardins de Galie. Pierre Darmé qui est aussi vice-président de l'association CIBI, le Conseil international biodiversité et immobilier. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. Merci de nous accorder quelques instants. C'est votre double casquette en fait que l'on retrouve ici au CIPCA, Pierre. Deux activités qui sont complémentaires. Oui, elles sont complètement imbriquées. Les Jardins de Galie font partie des 7 membres fondateurs de l'association CIBI qui a été créée il y a 10 ans, en 2013. Nous partîmes 7 à embarquer nos organisations et nous sommes un peu plus de 90 aujourd'hui. Et l'objectif initial était de faire en sorte que les sujets liés au végétal, à l'eau, au sol, à la faune soient reliés au secteur de la construction et de l'immobilier. Et donc on a réuni toutes les compétences, tout un écosystème avec des écologues, des paysagistes, des architectes et évidemment toute la filière construction et immobilier. On va en parler bien évidemment dans un instant. Juste un mot sur les Jardins de Galie, 50 années d'existence, si j'en crois tout ce que j'ai pu lire, sur la thématique de la nature au cœur de nos lieux de vie, donc les entreprises, les villes, les commerces et aussi nos intérieurs. 50 ans d'histoire, ça veut dire une entreprise qui connaît son sujet mais qui a dû pas mal s'adapter au fil du temps, je présume. Oui, alors c'est une entreprise qui fait partie des fermes de Galie, bien connue des Franciliens, et qui est d'abord une entreprise agricole et qui s'est adaptée depuis ces 50 années, en effet, avec toujours une ligne de conduite qui est de cultiver le végétal au plus près du bâti, à l'intérieur ou à son proche extérieur, et comme vous l'avez dit, en particulier pour les entreprises, les espaces de retail, l'hôtellerie-restauration, et puis un certain nombre d'espaces recevant du public comme les gares et les aéroports. Et au fond, il y a des vagues successives et des modes, mais ce qui perdure et ce qui revient en force aujourd'hui, c'est une très bonne connaissance du sol, l'utilisation de l'eau, de la lumière et du développement des végétaux, puisque cette année le montre avec une préoccupation sur l'eau de plus en plus forte. On a besoin de maîtriser, de connaître l'ensemble de ces éléments avec beaucoup d'humilité, parce que c'est très difficile, en l'occurrence, de les maîtriser totalement, pour s'adapter à des changements assez brutaux en matière en particulier de changements climatiques, de sécheresse, comme de trop d'eau d'un seul coup, et de canicules comme on a pu les connaître. Et donc l'entreprise a dû s'adapter à ça et à la fois puiser dans ses racines et dans sa très bonne connaissance de la production végétale pour trouver des solutions innovantes qui traversent les époques. Pour devenir une experte aujourd'hui alors que l'on est confronté au changement climatique. Oui, absolument. On est confronté à une triple crise, une crise climatique, comme vous le dites, avec trop peu d'eau ou trop d'un coup, avec des canicules. On a une deuxième crise qui est celle de la biodiversité avec un effondrement du vivant et puis une troisième qui nous touche de près dans nos lieux de vie tels que les entreprises que nous avons citées tout à l'heure, c'est une déconnexion au vivant. Or, nous avons tous besoin d'un contact avec la nature, c'est ce qu'on appelle la biophilie, l'amour du vivant, qui est hérité de notre ancêtre de cueilleurs avant même d'être des chasseurs et puis des agriculteurs. On a une appétence très très forte pour le vivant et nos vies citadines depuis la Seconde Guerre mondiale ont fait que nous nous en sommes détachés, même pour des visées utilitaires comme par exemple cultiver son potager. Et donc ces 3 crises majeures, elles bouleversent nos vies et ce qu'on s'attache à faire avec ce combat de l'entreprise Galie qui est de faire en sorte que chacun devrait bénéficier des bienfaits de la nature, eh bien, c'est de pouvoir cultiver dans les meilleures conditions possibles des végétaux dans les endroits où ils sont le plus absents, en l'occurrence l'intérieur des bâtiments et leur proche environnement, en faisant en sorte que très en amont maintenant, puisqu'on est de plus en plus en conception, en conseil avec le bureau d'études de Galie, qui est une structure dédiée qui travaille beaucoup et de plus en plus avec l'ensemble des acteurs de l'immobilier, eh bien, on puisse faire place et une place pérenne à ce végétal qui lui-même est support de tout un tas de fonctions, qui rafraîchit, qui permet d'infiltrer et de stocker l'eau, et puis qui est support de vie pour la faune et qui constitue, même en ville, une forme de milieu écologique.
au bénéfice des autres êtres vivants et de l'espèce humaine qui en fait partie. Et le lien, bien évidemment, avec la biodiversité, c'est l'association CIBI. Donc, vous avez créé il y a 10 ans, 7 personnes, plus de 90 aujourd'hui, 10 ans d'existence. La biodiversité, est-ce que les professionnels de l'immobilier sont sensibles à ce sujet aujourd'hui? Est-ce que c'est un combat qu'il a fallu mener, qu'il faut mener encore? C'est un combat de tous les jours. La biodiversité, ça regroupe énormément de sujets de notre vie quotidienne, mais nous ne nous en rendons pas forcément compte. On a beaucoup parlé de biodiversité et c'est pour ça qu'on a choisi ce terme, parce que c'est la définition scientifique et qu'on sait aujourd'hui qu'elle vit non pas une érosion lente, mais un véritable effondrement. Nous sommes dans la 6e extinction de masse. On peut se dire c'est très bien, mais ça ne me touche pas dans mon quotidien de voir certaines espèces disparaître ou de voir les effectifs, c'est-à-dire le nombre d'individus dans une espèce donnée, disparaître ou diminuer fortement. Ça n'est pas mon histoire. Et en fait, si. Parce que cette biodiversité, elle nous permet de respirer. C'est grâce au phytoplancton, on va dire les forêts des océans et aux forêts, notamment la forêt amazonienne, qu'on peut produire grâce à la photosynthèse de l'oxygène et capter le fameux CO2 qui est le principal gaz à effet de serre. Elle nous permet de nous nourrir grâce au potager, grâce à l'agriculture, et on parle maintenant d'agriculture urbaine depuis quelques années pour relier les citadins à cette forme de vivant domestiqué. Et puis, enfin, elle nous permet de nous rafraîchir, d'infiltrer les eaux. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Mais comme elle est multiple, comme elle englobe beaucoup de facteurs, elle n'est pas domptable facilement. Et notamment, il n'y a pas de métrique unique, comme par exemple pour l'énergie, un nombre de kilowattheures par mètre carré par an, ou même dans le carbone, avec la tonne équivalent carbone, on n'a pas d'indicateur de mesure unique. Et donc la décennie, lorsque nous avons créé l'association CIBI en 2013, c'était la décennie de l'ONU 2010-2020, consacrée à la biodiversité. Et il y a eu un mouvement et un intérêt d'un certain nombre de professionnels de la construction et de l'immobilier sur les traces de ce qu'avaient initié les collectivités il y a près de 40 ans maintenant, pour cette biodiversité. Mais avec une vision toujours dans une opposition un peu nature-culture. Il faut absolument préserver. Et parfois, on a peut-être appliqué à l'urbain des choses qui nous empêchaient de voir l'essentiel, c'est-à-dire hors des villes, hors des endroits anthropisés. Qu'est-ce qu'on fait sur les ressources naturelles? Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une deuxième phase qui s'ouvre, qui est d'avoir un équilibre entre 3 dimensions. La biodiversité pour elle-même. Il faut effectivement protéger la nature pour elle-même parce qu'elle est une ressource et parce que nous en faisons partie. Donc, en la respectant et en évitant de la détruire, nous nous respectons et nous n'insultons pas notre avenir. La deuxième chose, c'est les solutions fondées sur la nature, notamment pour nous adapter au changement climatique. On le voit, une grosse pluie comme aujourd'hui en ce 2e jour de Sipka, on a les chaussures mouillées parce que nos villes sont trop imperméables et l'eau ne peut pas s'infiltrer. Lorsqu'on a un sol vivant, qu'on peut y installer de manière plus pérenne des végétaux, eh bien on peut réguler le cycle de l'eau en local, à la fois dans son trop plein et dans son trop peu en période de sécheresse. Et puis enfin, en plus de ces solutions fondées sur la nature, il y a le lien individuel et collectif qu'on entretient avec le vivant. Vivre ce que les scientifiques appellent des expériences de nature, entrer en contact avec le vivant, pas seulement comme un décor, mais comme quelque chose que l'on peut toucher, que l'on peut sentir, avec lequel on peut interagir, c'est bon pour notre santé mentale et notre santé physique. Et aussi, ça devient une forme de droit dans l'ensemble des quartiers que de bénéficier d'espaces ouverts qui nous permettent de mieux vivre la densité. Et j'ai envie de dire, plus les quartiers sont denses, plus la densité flirte avec la promiscuité, notamment dans les logements, et le confinement nous l'a révélé. Il y a un besoin criant d'espace collectif extérieur qui revient en force au moment des canicules, puisque là où on supporte le mieux ces très fortes chaleurs, et malgré tout le combat qui est mené par les professionnels de l'immobilier pour le chantier énorme de la rénovation thermique, eh bien l'endroit où il fait le plus frais, où on peut passer ces périodes difficiles, notamment la nuit, c'est dehors, dans les espaces verts. Et c'est tout le mouvement, y compris de propriétaires privés, qui détiennent la majorité des espaces verts des villes. Sachez par exemple qu'à Lyon, ce sont 70% des espaces verts de la métropole qui sont privés. À Nantes, intramuros, c'est 50%. Donc les jardins d'entreprise, les cours d'école et tous les espaces qui seraient publics mais à usage privatif, eh bien de plus en plus, on fait en sorte, en faisant évoluer les règlements, en faisant évoluer la technique, la manière dont ils sont configurés, de les ouvrir pour des usages partagés. On a besoin de plus de communs. Et pour nous, à l'association CIBI, la décennie qui s'ouvre,
c'est de dire, n'isolons pas les sujets. On peut prendre des sujets de manière spécialiste, avoir un écologue pour regarder l'ensemble du milieu naturel et voir comment on peut faire le moins de mal, voire avoir une action positive sur la biodiversité locale dans son ensemble. On peut travailler avec des hydrologues sur l'eau. On peut travailler avec ce qu'on appelle des pédologues pour le sol, retrouver un sol vivant. On peut décrouter un espace, débitumer. Mais de là à le renaturer, ça nécessite de connaître les fonctions écologiques du sol et c'est aussi un métier de spécialiste. Mais de grâce, et ça c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, il faut avoir une vision d'ensemble et c'est vraiment notre rapport au vivant qui est en jeu parce que nous avons besoin de lui et il a besoin de nous. C'est important ce que vous dites, c'est surtout très instructif parce qu'on s'aperçoit ici même au CIPCA, j'ai entendu ce matin dans une des conférences consacrées au carbone, la biodiversité sera le prochain combat après le carbone. On a l'impression qu'on met la biodiversité après le combat du carbone. C'est pas très logique. Les deux peuvent se faire en même temps. Les deux se font en même temps. Biodiversité et climat, même combat. Vivant carbone appliqué aux îlots bâtis, aux quartiers et à l'ensemble des territoires. C'est aussi deux sujets qu'il faut mener de front. Il n'y a pas d'opposition forte. Et c'est d'ailleurs un bon signal que BBCA, l'association bâtiment bas carbone, et je salue Stanislas Potier et Hélène Genin notamment, qui sont toujours favorables aux collaborations qu'on a pu initier avec l'association CIBI. On a notamment obtenu ensemble, à l'époque, avec Nicolas Ferrand et Céline Laurence, le fait d'avoir un certain nombre d'ouvrages olympiques qui sont doublement labellisés BBCA et Biodiversity pour montrer que ce sont deux priorités absolues et conjointes. À l'échelle macro, la biodiversité rend des services pour le climat, on l'évoquait tout à l'heure, sur la production d'oxygène, sur le rafraîchissement. À l'échelle locale, c'est la même chose. Un îlot de fraîcheur, lorsqu'on a un vrai sol, qu'on peut infiltrer l'eau et la retenir, et planter des végétaux qui vont agir comme les arbres, par exemple, comme des châteaux d'eau, eh bien, on peut créer des îlots de fraîcheur. 90% de l'eau qui est prélevée dans le sol par un arbre est évapotranspirée, c'est-à-dire qu'elle repart dans l'atmosphère, mais très proche. Et lorsque l'eau qui est contenue de manière liquide dans l'arbre passe dans l'air, on ne voit pas l'eau couler de l'arbre. Elle passe d'un état liquide à un état gazeux. Ce changement d'état consomme énormément d'énergie, ce qu'on appelle la chaleur latente, et ça rafraîchit. Si bien que lorsque vous mesurez la température de surface d'une feuille, elle est 10 degrés inférieure à celle de l'air avoisinant, et vous avez une température ambiante qui baisse de 2 à 8 degrés suivant les cas entre un espace qui est correctement naturé ou renaturé et un espace qui est complètement bétonné ou bitumé. Donc à l'échelle locale, ça a une incidence et on le voit par exemple dans les espaces verts, mais on le voit aussi dans les forêts. Le climat a une incidence très très forte sur la biodiversité. 1 degré d'élévation de la température, c'est entre 100 et 150 kilomètres de remontée de ce qu'on appelle l'aire de répartition géographique des végétaux. Et vous prenez les hêtres, par exemple, sont particulièrement menacés en France parce que l'élévation des températures avec des scénarios à plus 4 degrés à la fin du siècle font que les hêtres qui ne se déplacent pas avec leurs jambes n'auront pas la capacité de se déplacer. Et donc ça nous interroge aussi sur toute l'adaptation des palettes végétales, notamment forestières, à ce changement climatique. Donc on le voit bien, carbone et biodiversité sont très liés, biodiversité et climat sont très liés, et la séquestration de carbone, elle sera très liée aussi à la capacité des écosystèmes à s'adapter et à continuer à capter du carbone. Et puis on a tous les enjeux de gestion des ressources pour capter, mais aussi ne pas libérer du carbone de manière intempestive en faisant attention à préserver l'existant. Et là, ça rejoint par exemple l'économie circulaire. Lorsque vous réhabilitez un bâtiment, vous allez utiliser avec des matériaux issus du réemploi, vous utilisez moins de ressources naturelles, vous protégez de ce fait des écosystèmes, alors qu'en utilisant uniquement des ressources neuves, vous avez un impact de fait qu'on n'est pas forcément en capacité de quantifier précisément aujourd'hui, mais intuitivement, c'est implacable, et parfois l'intuition est bonne, et je crois qu'il ne faut pas non plus tout mesurer. Donc, la biodiversité, c'est le sujet d'après d'un point de vue réglementaire, ça c'est certain. Il y a notamment la taxonomie européenne qui s'applique de plus en plus et qui vise à ce que les investissements puissent montrer patte verte, non pas patte blanche, mais qui puissent démontrer leur impact positif sur la biodiversité, au même titre que sur le carbone. Mais dans les faits et dans la réalité, c'est aujourd'hui, tout de suite, maintenant, les deux sujets de front, en s'entourant des spécialistes de chacun des sujets et en ayant une vision un peu globale. C'est notamment ce que font les paysagistes concepteurs qui sont les architectes du vivant appliqués à l'urbain.
C'est quand même bien quand on nous explique les choses de façon aussi pédagogique, Pierre Darmé. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot, nous parler de Biodiversity Ready, les labels, et aussi l'outil que vous allez lancer à l'échelle des quartiers? Alors, l'association CIBI, quand son objectif a été d'interpeller les professionnels qui gèrent les espaces privés en ville et les îlots bâtis, on est allé chercher les constructeurs et les professionnels de l'immobilier qui très vite nous ont dit mais la biodiversité c'est compliqué, on comprend pas, il n'y a pas de normes, donc il faudrait un référentiel. Et ce référentiel, il a été créé notamment par Olivier Lemoine, écologue, qui est un des cofondateurs de l'association CIBI, et on a travailler avec ce référentiel à engager une transformation dans les pratiques de l'immobilier en visant une excellence d'un certain nombre de sites. Ensuite, en 2022, on a abouti à un travail de plusieurs années pour dire, lorsque on livre un bâtiment, que ce soit une création et aujourd'hui de plus en plus, et c'est heureux, des réhabilitations ou des transformations, l'histoire pour la biodiversité ne fait que commencer. On livre un potentiel. Il faut donc nous intéresser à la gestion. C'est le métier de beaucoup d'entreprises de jardiniers paysagistes, dont les Jardins de Galie. La moitié de notre activité, c'est non seulement l'aménagement, mais aussi l'entretien, la gestion, qui est une très noble tâche extrêmement utile, puisqu'on prend soin des écosystèmes urbains qui ont été livrés et aussi par là, on partage des conseils avec les usagers. Et on a appelé ça Biodiversity Life pour mobiliser tous les acteurs de l'exploitation en disant l'existant est un gisement extraordinaire de transformation. Faisons ensemble un plan d'action et puis chaque année, vérifions la pertinence de nos actions sur le potentiel écologique au sens de la biodiversité et des services rendus, mais aussi en matière d'usage sur la manière dont les salariés d'une entreprise, les clients d'un centre commercial ou les habitants d'une résidence ou d'un îlot sont entrés en connexion avec le vivant. Et puis, il nous est apparu essentiel de développer l'échelle d'après, qui est la pierre angulaire entre public et privé, entre l'îlot bâti et la ville, qui est celle du quartier. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait plus de la majorité des espaces verts urbains qui sont de maîtrise d'ouvrage privée. Ça peut sembler très virtuel et très difficile de mobiliser tous les propriétaires privés d'une ville. À l'échelle du quartier, c'est la ville du quart d'heure dont on parle beaucoup. C'est la nature de proximité dont on peut bénéficier. Et en fait, on fait quelque part, à l'origine d'un quartier, un master plan. On va définir une infrastructure. Alors, elle peut être une infrastructure routière, de mobilité, même de mobilité douce de plus en plus, mais ça peut aussi être une infrastructure verte, quelque part, une infrastructure brune. Travailler sur les sols, travailler sur l'eau, et travailler sur les connexions écologiques. Et c'est ce à quoi répond Biodiversity Ready, prêt à accueillir la biodiversité, prêt à accueillir des îlots bâtis vertueux. Donc on se positionne en amont vis-à-vis d'acteurs qui sont à l'interface entre les collectivités et les privés, avec les aménageurs qui sont les partenaires de cette démarche. Et on se positionne aussi en amont dans le temps pour ensuite donner le ton, créer l'infrastructure et donner le ton pour que les lots soient les plus positifs possibles vis-à-vis du vivant. Et créer des labels comme ça fait vraiment avancer les choses. Ça permet aux professionnels de justement de prendre plus facilement connaissance des choses et de conscience même plutôt que connaissance. Qu'on soit bien clair, l'objectif de l'association CIBI, ça n'est pas de vendre des labels. Alors je choque souvent en disant ça. L'objet, c'est de développer la biodiversité urbaine, les solutions fondées sur la nature et les relations entre les humains et le vivant. Ça, c'est notre objet d'association. Les labels, c'est un outil. Les labels ont une vertu, c'est qu'avec plus d'une centaine de critères dans chacun d'entre eux, on objective et on rend de manière un peu plus tangible pour des non-sachants un certain nombre de sujets. Et ça permet d'aligner un certain nombre de parties prenantes, comme on dit en RSE, autour d'un objectif commun. Vous avez le bâton, c'est le référentiel, et la carotte qui est l'étiquette, le label, puisque vous n'obtenez pas le label de manière simple, c'est plutôt exigeant, et vous avez une étiquette dans 4 axes en général, et il faut être à minima, avoir un A sur les de A à E, un A, c'est-à-dire être excellent sur un des critères, et on ne peut pas avoir un D ou un E qui sont rédhibitoires. Donc c'est plutôt une démarche exigeante, voire d'excellence. Comme tout outil, on peut le contourner, on peut dévier de sa philosophie initiale. Donc c'est une limite, ça n'est pas une panacée. Et puis enfin, il y a un sujet, c'est de dire on a besoin de cette exigence et l'association CIBI va continuer, notamment avec son conseil scientifique, et je salue notamment Jean-Philippe Ciblet, Gilles Galopin, qui sont des scientifiques issus du Muséum d'histoire naturelle, des écoles supérieures et de l'enseignement en recherche agronomique, donc de différentes obédiences du vivant, mais tous
très mobilisés pour transmettre leurs connaissances scientifiques et ne pas déroger avec la réalité et le progrès des connaissances. Il faut monter en exigence encore. Et dans le même temps, on a probablement besoin, il y a d'autres initiatives qui le font, je pense à BIG, le Biodiversity Impulsion Group de l'OID, de massifier et de donner des clés plus simples pour certains acteurs qui voudraient entrer dans le sujet, peut-être de manière au début superficielle, mais voilà, il faut se mettre à la portée de tout le monde. Et c'est aussi pour ça que l'association CIBI, en plus de ses labels exigeants, elle mène des actions de pédagogie, qu'on fait des conférences, parce que le sujet est un combat quotidien. Et c'est un sujet qui à la fois est aujourd'hui l'objet d'une sympathie croissante, qui reste un petit sujet pour certains ou un sujet en devenir, mais il touche la réalité quotidienne de tous les habitants et de tous les professionnels. Et derrière chaque professionnel, il y a un être humain, puisque marcher dans une flaque lorsque notre sol est trop imperméable, nous le vivons. Souffrir de la canicule, quel que soit notre âge et notre condition physique, c'est une réalité. Et percevoir la disparition du chant de certains oiseaux, c'est aussi quelque chose qui nous touche et qui nous affecte, même si sur le coup, nous ne le mesurons pas. Donc à la fois, la biodiversité, c'est très systémique, mais c'est très concret. Et donc, il y a les labels, il y a d'autres outils pour massifier, et puis il y a sans relâche expliquer, et on l'espère être le plus didactique possible. Merci beaucoup Pierre Darmain pour votre expertise. Une conférence, vous en avez parlé, vous en donnez une ici dans le cadre du CIBCast sur ce thème de la biodiversité au service de la ville de demain. Merci pour cette séquence, c'était très instructif. Merci Eric. Imo Week, le podcast spécial CIBCA 2023.